tous et bienvenue à Vaux-le-Vicomte, l'un des plus beaux châteaux de France, imaginé au XVIIe siècle par l'architecte de Louis XIV. Et vous le voyez, pour les fêtes, le château s'illumine et se pare de ses plus beaux atours, devenant ainsi le lieu idéal pour profiter de toute la magie de Noël. Suivez-moi, on va découvrir l'intérieur. Le château de Vaux-le-Vicomte célèbre Noël dans un décor somptueux avec dans chaque pièce un thème différent. Comme ici dans le grand salon où un sapin de 8 mètres de haut a été habillé par près de 5000 pièces de décoration. Je vais rencontrer l'homme qui depuis plus de 20 ans imagine cette ambiance féerique. Éric, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici devant votre magnifique création. Justement, racontez-nous un peu vos sources d'inspiration. Ça fait 6 ans qu'on fête Noël à Vaux-le-Vicomte et tous les 3 ans on change cette ravissante pièce, le grand salon. Donc il faut toujours trouver des idées. Cette année j'avais trouvé l'idée des pans avec Jean-Charles et on s'était dit et si on faisait une idée d'arbre sur les pans. Ok, et puis on a réfléchi, on a fait une structure tout en métal. On est monté à 8 mètres de hauteur. Et puis après, impressionnant. Et après, on a décidé de décorer avec 5200 objets. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à nous donner pour chez nous, à la maison, pour décorer notre sapin de Noël? Moi, je pense que pour faire un joli sapin, il faut mettre beaucoup d'objets. Et plus on en rajoute, mieux c'est. Ce qu'il faut penser à mettre aussi pour avoir une belle lumière, c'est de mettre les boules les plus sobres avec, à l'intérieur du sapin. Et après, on met les objets de décoration à l'extérieur. Alors justement, la tradition des décorations de Noël est sans doute aussi vieille que ce château. Des ouvriers passionnés perpétuent ce savoir-faire. Exemple avec les boules de Noël en verre soufflé, de petits trésors fabriqués comme autrefois. Quelques grammes de délicatesse suspendus au bout d'un fil. Un peu comme des bulles flottant dans les airs, comme des planètes dans leur atmosphère, toute une galaxie en rondeur. Le maître de cet univers de verre, le voici. Cyril John s'affaire au fourneau avant les fêtes. Dans cette gueule béante, la matière en fusion à 1200 degrés. Le créateur doit la cueillir, puis lui donner forme pour en faire une boule de Noël. Ça va être un petit modèle avec un décor en côte vénitienne, transparente. Donc là, le verre, il est actuellement à 1200 degrés, donc je vais pouvoir la souffler le plus fin possible. Réaliser la sphère parfaite est une lutte acharnée contre le temps. On a 3 minutes entre le moment où le verre est liquide et le moment où il devient solide. Je vais faire le petit crochet, le petit anneau qui va me permettre de fixer la boule de Noël au sapin. Comme vous voyez, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que ça arrive vite, il faut que ce soit précis et on ne peut pas y revenir une fois que c'est fait. Ce verrier façonnera des centaines de boules comme celle-ci jusqu'à Noël. Depuis quelques années, ses clients lui demandent de rendre leur sapin plus personnel. Ils cherchent le côté original, le côté vraiment aussi artisanal. Ils veulent qu'on voit que ce soit fait à la main. À la base, ça se fait beaucoup encore dans l'Est, en Lorraine. Mais bon, n'importe quel souffleur a toujours, dans sa formation, appris à faire des boules de Noël. Ces modèles sont fabriqués dans la plus pure tradition des créations de fêtes précieuses et fragiles qui attendent une branche pour se poser en douceur. Boules scintillantes, feux de cheminée, guirlandes et sapins, tout est là pour passer de belles fêtes de fin d'année. Mais ici à Vaux-le-Vicomte, vous le voyez derrière moi, on n'a pas oublié que Noël c'est aussi l'occasion de passer de bons moments à table. Et c'est donc autour de cette magnifique tablée que je retrouve Laurent Assé, bonjour, le madame. chef du château. Bonjour. Alors on le sait, Noël c'est évidemment un moment important pour un chef cuisinier. C'est très important. Quel est votre menu pour cette période? Alors le menu de Noël pour cette période, alors nous avons la terrine de Saint-Jacques et potoncle à l'orange, accompagnée de saumon fumé. Nous proposons ensuite un chapon farci aux morilles, accompagné d'une purée à la crème de truffe blanche, d'un brie de meaux affiné par nos fromagers, farci aux figues.
et d'une bûche chocolat praliné fabriquée par nos pâtissiers. Ça a l'air délicieux. Oui. Est-ce que ça a un rapport, ou en tout cas, ça peut rappeler ce qu'on mangeait ici sous Louis XIV? Parce que c'est servi entier. Nous avons une pièce qui est servie entière, donc elle sera découpée ensuite, mais présentée entière. En ce temps-là, les pièces étaient servies entières. On reste un petit peu sur ce modèle. La tradition est perpétuée. Quels sont les ingrédients pour un bon repas de Noël? Alors, un bon repas de Noël, quand le client sort avec un grand sourire, vous savez, ça, c'est le plus important. Et justement, pour se mettre en appétit, on est allé demander à 2 chefs de nous dévoiler leur menu pour les fêtes. Foie gras comme un calisson, condiment butternut acidulé. Voici l'entrée du menu de fête de ce jeune chef marseillais. Habituellement, le calisson est sur la table des 13 desserts provençaux. Mais dans sa cuisine, le chef de 25 ans bouscule les habitudes. Donc moi, pour les recettes de fête, je prépare le foie gras. Donc je choisis un beau lobe comme ça, cru, que je vais faire mariner 12 heures et après que je vais cuire à 60 degrés pendant 2 heures. J'ai taillé des tranches et aujourd'hui, on va le travailler comme un calisson. Je vais tailler mes foie gras. Le calisson, c'est une pâtisserie d'ici, de Provence, fait à base de melon et d'amandes. C'est bon, non, moi j'aime bien parce qu'il y a encore le craquant du calisson. Bon. Il y a tout qui se mélange bien en fait et c'est vraiment... c'est bon, c'est vraiment bon. Autre lieu, autre saveur. Dans la cuisine d'un établissement prestigieux, un grand chef associe terre et mer pour les fêtes. Pour moi, les fêtes sans Coquille Saint-Jacques, c'est un petit peu la princesse de Noël. Et donc je l'ai mariée avec des clémentines de Provence. Et là, c'est plus la princesse, c'est vraiment la reine de la fête. La truffe italienne du Piémont. C'est le must. Ouais. Alors bien dommage que ce ne soit que des images et qu'il n'y ait pas d'odorat, parce que c'est vrai que ça dégage un parfum assez exceptionnel. Un carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes. L'huile d'olive, la vallée des Baux. Sur un lit de gelée de crustacés. Là déjà on a envie de le manger tellement que c'est joli. Voilà, la touche finale, donc on fait juste une légère petite râpée de truffe blanche. Et en bouche c'est une explosion. On essaye d'être artiste. À contempler donc, avant de déguster. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes à Noël? Le Père Noël. J'aime parce que c'est une fête en famille. Les cadeaux. Les cadeaux, le sapin. La neige. Daphné, qu'est-ce que tu aimes à Noël? J'aime faire le sapin et j'adore les cadeaux. Comme pour Daphné, Noël est sans doute le moment préféré des enfants. C'est en tout cas une période propice pour passer du temps avec eux. Et pourquoi pas en allant voir un spectacle. Ici, les enfants attendent Pinocchio. Claire Williams, elle, nous a sélectionné le meilleur des films, expo, spectacle à aller voir en famille. La féerie du Royaume des Neiges, en plein Paris. À coups de jets d'eau, de son et de lumière, une simple séance de cinéma dans cette emblématique salle des années 30 se transforme en voyage au pays du froid. Celui de la Reine des Neiges. Une fois les derniers flocons du spectacle dissipés, place à la nouvelle héroïne de Disney. Pourquoi as-tu décidé de m'ignorer? Pourquoi tournes-tu le dos au monde entier? De quoi as-tu si peur? J'ai dit assez! C'est l'histoire d'une princesse qui transforme tout ce qu'elle touche en glace lorsqu'elle s'énerve. Jusqu'au jour où... Sous une neige éternelle, le pays tout entier resta figé. Tout est gelé. Au centre de ce film inspiré d'un conte d'Andersen, l'amour qui lie ses 2 sœurs bien différentes. La plus extravertie tente de ramener la plus renfermée à la raison. Elsa! Je la retrouverai et tout s'arrangera. Vous n'avez pas peur? Elle ne me fera pas de mal, c'est ma sœur. Musiques entêtantes et décors féeriques, les plus petits semblent conquis. Elle adore la neige. Bien plus qu'elle a fait son pouvoir, il est trop joli. Ouais, il brille. Derrière ce nouveau Disney, un travail titanesque pour plonger dans les coulisses de la fabrication des films d'animation. Direction le musée des arts ludiques. Il dévoile celle des studios concurrents, ceux de Pixar. Au programme, croquis, peintures et sculptures habituellement confinés aux studios de Hollywood. Preuve tangible d'un processus de création complexe, souvent insoupçonné. L'ordinateur vient
pratiquement à la fin, est un outil pour l'artiste qui permet d'enregistrer les séquences une à une. Mais avant tout, et on le voit ici de façon admirable, puisqu'il y a plus de 500 œuvres, ce sont des dessins au crayon, des dessins au pastel, au fusain, à la gouache, ce sont des sculptures. Et en fait, je compare ça souvent aux ateliers de la Renaissance italienne, modestement, mais où il y avait beaucoup d'artistes qui venaient se réunir pour travailler tous ensemble autour d'une grande œuvre. Avant de prendre définitivement forme, Woody et Buzz l'éclair ont ainsi connu bien des visages. Du rire toujours, mais dans un autre registre, celui de cette famille déjantée, les Semianchi. Des personnages loufoques, en chair et en os, cette fois. Issus de la prestigieuse école de Saint-Pétersbourg, les clowns multiplient les preuves d'amour à leur public. À l'approche des fêtes, difficile de ne pas s'identifier à cette famille russe, qui ressemble presque à toutes les autres. Les spectateurs ne s'y trompent pas et lui font un triomphe dans un final en apothéose. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. J'espère que toute la magie de Noël ici à Vaux-le-Vicomte vous a plu. Je vous laisse sur un tour du monde des plus belles illuminations et vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous.